Madame Fatiha, pour immortaliser des parties de votre vie, absolument, des parties de votre vie, notamment lorsque vous viviez, vous vous battiez contre ce cancer, des moments de la maladie qui habituellement abattent ou encore dépriment les malades. On est en train de voir justement ces photos, hein, la première, Why Me, qui veut dire donc pourquoi moi. Je suis curieuse de vous poser la question, d'où est-ce que vous avez puisé ce courage? Je rappelle que vous avez réalisé ces photos. Oui, ces en photos, pleine maladie, vous ne vous êtes jamais arrêté. Oui, de par mon métier. Donc, je suis photographe aussi de métier. Donc, quand j'ai été malade, je n'ai pas arrêté. J'ai pas pu arrêter. C'était plus important en ce moment-là de pouvoir utiliser, il faut le dire, c'est un art aussi, donc utiliser cet art aussi pour en parler, pour témoigner. Peut-être que je voulais aussi garder ces moments-là. Je voulais, chaque fois je me dis, c'est ça aussi, raconter son histoire. Donc chaque photo, c'était un moment particulier que c'était plus fort que moi. Donc j'immortalisais ces moments-là. J'ai commencé pendant mon diagnostic, l'hospitalisation, l'ablation et la chimiothérapie. En tout cas, on va voir d'autres photos tout au long de cette émission. Vous avez dit que vous vouliez venir dans cette émission justement pour dire aux femmes que la vie est une motivation pour se battre. D'ailleurs, je me suis permise un peu de vous reprendre dans mon introduction de cette émission. Oui. Alors, je suis là parce que j'ai besoin aussi de dire, j'ai rencontré beaucoup de femmes. Là, on voit une photo, par exemple, de votre chambre. On la voyait à l'instant. Oui, de votre chambre d'hôpital plutôt. Parce que là, d'abord, je suis là pour parler, témoigner et pour dire à toutes ces femmes qui sont malades qu'elles ne sont pas toutes seules, qu'elles ne sont pas les premières et qu'il y en aura encore d'autres. Et quand on est malade, on a besoin d'entendre des gens, parce que vous allez chercher sur Internet, vous allez trouver des expériences plutôt d'étrangères, en France, au Canada et tout, pour les pays francophones et tout. Donc, mais ce n'est pas chez nous, c'est pas notre société, c'est pas les mêmes, c'est pas le même vécu, c'est pas le même quotidien. Donc, c'est pas le même moi parcours. Personnellement, j'avais besoin de témoignages. Et comme il n'y en avait pas beaucoup, donc je me suis donné aussi pour mission avec mon expo photo d'en parler. Et à l'invitation, je suis venue parce que je pense que les femmes ont besoin d'entendre d'autres femmes parler du même mal dont elles sont atteintes. Oui, et dire aussi qu'après un cancer, souvent il y a une vie, c'est-à-dire la vie ne s'arrête pas. Elle est là même pendant le cancer. Vous n'arrêtez pas de vivre, vous mangez, vous buvez, vous avez vos enfants, vous avez votre mari, votre père, votre mère, vous avez toute la société, vous avez votre travail, vous avez la vie, elle est là tout autour de vous. Tous les matins, vous vous réveillez et là vous dites super, je suis encore là. Oui. C'est encore une journée à passer. Vous êtes posé la question, j'imagine, puisque vous avez fait cette photo, naturellement. Oui. Quelles sont les questions qu'on se pose généralement quand on vous annonce un cancer? Alors, quelle a été votre réaction déjà? La première des choses, je vous cache pas, j'ai pensé à mes enfants, à ma famille. Et je me suis dit, là, c'était ma première pensée, aller envers mes enfants. Donc, au premier abord, c'était qu'est-ce qu'il faut faire pour rester là pour eux? Quelle espérance j'ai? Donc on se pose toutes ces questions. Et ma vie, et comment je vais faire? Comment elle va s'arrêter? Et on a toute sa vie qui défile. Et tout un questionnement sur comment tout le monde sait qu'on va perdre ses cheveux. Tout de suite, il y a plein d'images qui vont venir. On se rappelle de tous les souvenirs qu'on a entendus, de toutes les conversations, de toutes les bonnes et les mauvaises choses qu'on a entendues sur cette maladie. On reste juste sur les bribes de choses qu'on a entendues. Et parfois, on voit une photo. Oui. Et c'est un moment de solitude et c'est un très grand moment de solitude. Vous vous sentez tout seul, incapable, et là, vous n'avez pas d'ailleurs le temps de voir derrière qu'est-ce qu'il y a. Donc tout de suite, vous êtes là et ces choses-là se bousculent tout en même temps dans votre tête. Je disais tout à l'heure, vous êtes catapulté, c'est carrément le mot. Oui. Voilà. Votre vie s'arrête. Voilà. Dans l'inconnu. C'est pas freiner, parce que freiner, c'est prendre une petite distance et s'arrêter. C'est un arrêt
sur place, tout de suite. Vous passez de 100 à l'heure à 0. Donc c'est vraiment, vous êtes scotché, vous êtes, comme on dit, blarbien, vous étiez dans l'obligation de prendre sur vous, justement. Vous ne pouviez pas annoncer votre maladie pour vos enfants. Oui, ça a été un moment très particulier parce que l'année, au hasard des choses, cette année-là, j'ai 3 enfants et mes 3 enfants, comme par hasard, étaient en examen. Un bac, un DMP et une 6e. Donc j'étais là, d'ailleurs je ne voulais pas rentrer tout de suite parce que j'avais très peur, je ne voulais rien montrer et ma priorité c'était de protéger mes enfants. Il leur restait 1 mois pour passer leur examen. Il n'en était pas question que je les bouleverse ou que ça aurait été une catastrophe, ça aurait été les condamner, ça aurait été trop dur pour moi de les voir souffrir parce qu'ils souffrent les enfants. Donc je voulais pas mais après, leur gâcher, quand parce vous leur que avez c'était un moment annoncé, très important. Après leurs examens, vous l'avez fait quand même, vous leur avez annoncé, veille, ça s'est passé comment? Le dernier jour, quand le dernier avait terminé son examen, c'est pas moi qui leur ai annoncé d'ailleurs, c'est leur père, parce que moi je voulais pas, je me suis dit, j'avais trop de peine, je me suis dit je vais leur faire beaucoup de peine, mais leur père me disait non, il faut leur annoncer. Donc ce travail-là, il l'a fait lui, il fallait leur annoncer, il fallait leur expliquer, ils sont d'âge différents, donc la petite, elle a moins compris. Elle a mis beaucoup de temps. C'est après qu'elle s'est rendue compte. Elle m'a dit, maman, finalement, t'as enlevé le sein. Ben oui, parce qu'on ne voulait pas la choquer. Moi, je voulais vraiment les ménager. Mais le grand avait très bien compris. Il y avait Internet, il est allé se renseigner et tout. Mais ils ont très bien vécu quand même finalement cette expérience avec vous. Parce qu'on l'a partagé aussi. Voilà, parce que vous-même, vous étiez quand même assez forte. Vous avez une force mentale. Oui. J'ai tout fait pour ménager. On ne vous a jamais vu abattu? Non, je ne me plaignais pas. Ils venaient dans mon lit et ils m'accompagnaient. Je sortais avec eux. On sortait. Il n'était pas question d'arrêter leur vie. Si c'était les vacances, ils allaient en vacances. Si c'était sortir avec leurs amis, ils sortaient avec leurs amis. Le jour où ils ont eu leur diplôme, ça faisait même pas. Ils ont fait une fête à l'école et j'avais fait mon ablation, j'avais encore mon pansement. Et bien sûr, les gens ne le savaient pas. Mais moi, j'ai fait cet effort et je suis partie. C'était pour moi. S'il y avait quelque chose à offrir, c'était ce temps-là à mes enfants. Pourquoi je vais les priver de ces moments-là? De toute façon, c'est ce que je dis. De toute façon, ils ont déjà assez de mal à vivre avec ça. Donc, j'ai essayé d'adoucir et d'arrondir au maximum les angles pour mes enfants. Vous avez vécu un moment terrible lors de l'annonce. Oui, ce moment-là, je vous ai dit, c'est un moment de solitude. Il est, comme il dirait, chacun porte sa montagne. C'est un moment où on se dit à quel moment, c'est là, on la soulève, elle est là, comme si on annonçait tout de suite le poids, le poids vous tombe dessus, il y a quelque chose qui vous tombe dessus et tout. Et là, vous êtes obligé de réagir et tout de suite. Si vous avez, comme elle a dit, si vous avez un entourage, si vous avez déjà la sensibilité personnelle, il y a des gens qui ont du caractère, il y a d'autres gens qui en ont moins. Il y a des gens qui se retrouvent dans même s'ils ont du caractère, mais c'est une période de leur vie qui est peut-être particulière, qui est peut-être sensible. Donc, dans un moment comme ça peut être explosif. Ça peut aller à des choses. Qu'est-ce qu'il faut dire, à votre avis, à une personne qui vient de découvrir qu'elle a un cancer? Comment il faudrait faire? Il ne faut pas se retenir. Il faut pleurer, il faut crier, il faut taper sur le mur, il faut casser la vaisselle, il faut casser tout. Tout se remplace. Oui. Il faut, ce moment de colère, il faut le vivre. Il faut surtout pleurer, ne jamais se retenir. Peut-être qu'on n'a pas envie de le faire en public. Vous rentrez dans les toilettes, vous allez dehors, vous enfermez dans votre chambre, vous isolez, dans votre coussin, voilà. Vous isolez. Mais il faut faire sortir. Parce que si vous ne faites pas sortir ça, c'est horrible. C'est un poids qui va se rajouter au stress des examens, au stress des bilans, au stress quand on attend le verdict du médecin. On vous diagnostique un cancer. Mais quel type? Quelle espérance, toutes ces questions vont se bousculer. Donc, si vous n'avez pas dégagé déjà à ce moment-là, il faut le faire. Il faut dégager, il faut faire sortir. Aïda a parlé du syndrome de post-traumatique, justement, c'est-à-dire ce traumatisme qu'on a après l'annonce, parce que vous le disiez à l'instant, on est quand même on se retrouve dans le vide, carrément, vous disiez. Est-ce que vous l'avez vécu? C'est-à-dire, vous avez revécu ce moment avec des souvenirs, avec des cauchemars, en ressassant des idées noires? Oui,
au moment quand je l'ai su, je vous ai dit, je ne pouvais pas en parler. Donc, je me suis dit, là, c'est encore pire. Parce que là, je ne pouvais le dire à personne, parce qu'il fallait, je ne voulais les larmes de personne, je ne voulais la pitié de personne. Je vous ai dit, je voulais préserver mes enfants, parce qu'il n'en était pas question qu'ils soient perturbés pour leurs examens. Si je rate mes enfants, j'ai raté ma vie. C'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Eux, ils ont encore à vivre. Moi, le temps que j'ai, je vais le leur donner de cette manière. Comment on arrive à en sortir, finalement en essayant d'extérioriser. Oui. Pleurer, je vous ai dit, pleurer, tout. C'est un geste anodin, mais qui est très important. Voilà, penser que se retenir ou la dire, je vais le faire après, ou là, on est là, on ne sait pas ce qu'on doit faire. La réaction, c'est de pleurer, de crier. C'est pour ça qu'on a ce moment. Il y a une des photos, peut-être se retourner vers la foi, justement. Oui, beaucoup de gens, oui, la foi, croire en quelque chose. C'est ce que j'ai dit. Cette photo que vous venez de voir, elle est très symbolique. D'un côté, si vous avez vu, il y a des médicaments, il y a un brancard, et vous avez une image où c'est quelque chose de très divin, c'est Dieu, c'est la foi, c'est le Sauveur, c'est l'espoir, c'est tout. Donc, à ce moment-là, on doit croire. Moi, je crois en la science. Oui. Croire en Dieu, ça, c'est une question qu'on ne doit même pas poser aux gens, de par aussi notre éducation, de par notre vie de tous les jours et tout. Donc, il faut croire. La science existe, Dieu existe. Beaucoup de choses. Je pense aussi que la force, vous l'avez puisée également dans le travail. Oui, le travail. Absolument. Vous voulez réagir sur la dépression? Oui, je me dis très souvent ça, je pense qu'il faut le dire, il faut que le malade ne soit pas éparpillé, ni émotionnellement, ni psychologiquement. Si vous arrivez, quand vous êtes en face d'un problème, c'est peut-être parce que aussi c'est le fait que j'ai un travail, j'ai des employés, j'ai l'habitude de gérer les choses, de gérer des crises dans le travail, de gérer des choses. Donc, je me dis, la première des choses, il fallait que j'ai une priorité. C'est quoi la priorité? C'est à ça que le malade doit penser. La priorité, c'est de guérir, faire ses examens, les faire sérieusement, respecter les délais, respecter le temps, parce que c'est une maladie qui se passe dans le temps. Donc il ne faut jamais perdre de vue. Ça veut dire, si vous déprimez, vous oubliez. Et finalement, qu'est-ce que je devais faire? Si je déprime, si je ne fais pas de priorité, voilà, je dois regarder en face qu'est-ce qui m'attend et c'est quoi ma priorité. Parce qu'après, je vais déprimer et je ne vais rien faire et je vais m'oublier et je vais me laisser aller et c'est comme ça qu'on sombre. Or que si on arrive à avoir la force de caractère, ça s'apprend, tout s'apprend dans la vie, y compris si on se regarde, on se dit mais il y a beaucoup de facteurs qui interviennent aussi dans la force de caractère, Fatiha. C'est pour ça qu'il faut avoir une priorité. Oui, c'est quoi il y a beaucoup de choses qui interviennent. Il y a l'environnement, l'environnement familial, voilà. L'environnement, le vécu de chacun. C'est très important. J'imagine qu'il faut se couper de ça. Oui, mais après, on n'a pas tous la même force du mental. C'est ça ce que j'ai envie de vous dire. Vous parliez justement, avant de commencer cette émission, vous parliez justement d'une amie à vous que vous avez perdue, qui s'est suicidée malheureusement après l'annonce de la maladie. Tout le monde n'a pas la même force d'accepter sa maladie, justement. C'était horrible le jour où je l'ai su, c'était horrible. On ne me l'avait pas dit parce qu'on avait peur de ma réaction et tout. Je l'ai su après, l'émotion était là, même un bon bout de temps après. Vous imaginez ne pas se voir vivre. Donc c'est pour ça qu'il faut remettre les choses à leur place, se faire une priorité, c'est se donner. C'est vrai que ce n'est pas évident. Et le soutien, moral est important, le soutien psychologique est important, le soutien de la famille, de la société. On disait depuis tout à l'heure que la prise en charge psychologique est très importante dans cette maladie. Vous avez vécu beaucoup de moments difficiles. Le parcours du malade atteint de cancer est désigné comme un parcours du combattant, on le dit tout le temps. Alors, l'annonce, on en parlait, l'ablation, vous avez subi une ablation, et la chimiothérapie, voilà. Alors, racontez-nous un peu tout ça, et puis, quel a été le moment le plus difficile finalement? Alors, il y en a eu deux qui étaient très importants, c'était le moment de l'annonce, et le moment où il fallait, vous savez, dans cette maladie, vous avez deux grandes parties. La partie où vous devez vous faire opérer et faire une ablation, et ça dépend quel type d'ablation vous avez, partielle ou totale, et vous avez le moment où vous devez subir votre chimiothérapie. On vous a suggéré une ablation partielle, mais j'ai préféré une ablation totale,
parce que j'avais pas... Je me disais, si un jour il faut revenir sur une table d'opération, c'était trop dur pour moi. Donc peut-être que c'est un peu extrême d'aller jusque-là, mais ça m'a soulagée. Non, c'est pas extrême, il y a des gens qui font des ablations prophylactiques, préventives. Donc la décision, il faut la prendre, et je l'ai prise pour moi. Je l'ai prise pour personne d'autre. C'est moi, c'est mon corps, c'est ma maladie, c'est ma vie. Donc j'ai pris une décision en ayant conscience que c'est ma personne. C'est pour ça que je vous dis, j'ai essayé d'avoir un but. Il faut se débarrasser de cette maladie. Il faut la combattre. C'est le terme. Tout le monde vous dira la même chose. C'est un combat. Oui. Et c'est comme sur un ring. Si vous n'avez pas un bon coach, si vous n'avez pas... il faut tout le temps se battre, abattu après l'intervention. C'est une lourde chirurgie aussi. Vous disiez que même dans les moments les plus difficiles après une chimiothérapie, vous disiez non, il faut que je me lève pour continuer à travailler. Voilà, chaque jour, il fallait avoir une motivation pour se lever. Oui, le travail a été une motivation. Ma famille a été une motivation, mais mon travail aussi. Je ne remercierai jamais assez mes stagiaires qui étaient là, qui me voyaient. Il n'y avait plus de sourcils, il n'y avait plus de cils. J'étais toujours pâle et tout. Mais ils sont quand même coquette. Vous me disiez que c'était important d'être jolie. Je ne voulais pas avoir des regards de pitié sur moi. Non. J'ai toujours dit, alors quand j'allais à l'hôpital, je disais aux femmes, mais pourquoi tu viens comme ça ? Pourquoi tu viens avec ton pyjama et tout ? Tu te changes pas le matin ? Non, tu sais, je suis malade. Rester avec son pyjama, c'est aussi déprimant. Donc, je me levais le matin, je m'habillais, je préparais mon sac parce qu'il fallait mettre, parce qu'on devait manger très souvent, on devait ramener des choses parce qu'on a envie de vomir, on a la nausée, on n'a pas envie de manger n'importe quoi et tout. Donc, on essaye de se faire plaisir à ce moment-là. C'est des moments qui remontent le moral. Il faut aussi aller et se dire, je vais aller voir une dame qui est... Ah ben ça fait plaisir de voir une dame bien habillée, bien... Ça donne de l'espoir, ça veut dire, elle est venue pour guérir. Oui. Ça, c'est important. C'est pas pour aller au lit. Oui. Voilà. Ça, c'est important de déculpabiliser, de penser à soi pendant la maladie aussi. C'est important de continuer, justement, comme dit Fatiha, elle le dit très bien, continuer à vivre, voyager, prendre des photos, sortir, donner des cours, parce que je rappelle que vous êtes enseignante dans une école d'audiovisuel. Ça coûte combien, à peu près, des prothèses externes ? Dans les 15 000 dinars à peu près. Mais c'est quand même de l'argent. Non, c'est cher. On peut les fabriquer. Il y a des personnes qui les fabriquent. Parce que si vous les achetez, il y a celles qui sont en silicone, il y a celles qui sont en mousse. Ou bien comme de la ouate. Donc, je pense que ça se fabrique. C'est des couturiers. Et c'était le cas. Et comme j'ai une amie qui est couturière, elle a vu, elle a dit, ah, mais c'est super. Donc, elle m'en a fait plusieurs de toutes les couleurs. C'est extraordinaire. Oui. Et justement, et comme on n'en parle pas... Parce que vous n'avez pas voulu faire, je rappelle juste au passage, vous n'avez pas voulu faire de reconstruction mammaire. Vous aviez trop peur. Je suis encore traumatisée, c'est encore trop frais. Donc, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Absolument. Alors, il y a un autre point aussi très important sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde un peu pour revenir encore une fois sur ce regard, justement, de la société. Alors, vous... entre parenthèses, vous vous en foutez complètement parce que vous sortiez avec le crâne rasé. Oui. Et que ce soit en voiture, que ce soit dans... vous avez complètement assumé ce nouveau corps, dans ce nouveau lieux look. Publics. Oui. Et je partais dans des lieux publics avec mon mari et je ne me couvrais pas systématiquement la tête, sauf quand il faisait très froid, c'est normal. Mais sinon, je sortais, je dînais, j'allais chez des gens, je sortais dehors, je suis partie, ça c'est un peu anecdotique, je suis partie à l'Opéra d'Alger où j'ai assisté à un grand spectacle. C'était magnifique. C'était le festival, 11e festival de la musique classique. Ça s'est passé à l'Opéra d'Alger. Et je suis partie, j'ai rencontré des gens que je connaissais et j'étais là. Et pourquoi je vais me cacher ? Quand on a de bonnes choses, on les partage. Et là, il faut, justement, c'est un geste fort envers la société. Absolument. Pour lui dire, on est là, on existe, on est malade, et potentiellement, il y a des gens qui sont... souvent, je rencontrais des femmes qui étaient malades, qui disaient, j'ai pas eu ce courage. Et bizarrement, vous n'avez jamais eu de stigmatisation. Au contraire, les gens étaient compatissants. Non, les gens sont peut-être, au premier coup d'œil, ils sont un peu étonnés et tout, mais après, les gens vous acceptent. Ils comprennent, parce que maintenant, on en parle un peu plus, on ose. On est en train d'oser. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut donner cet exemple. Cet exemple, vous demandez à une femme d'avoir du caractère, il faut d'abord lui donner un exemple. Si on est nombreuses à faire ça, à s'assumer, à se montrer en public, bon, c'est vrai que j'ai eu le soutien nécessaire pour ça.
Mon mari, il n'était pas gêné que je sois... Il vous a que je n'ai soutenu. pas... Oui. Mais et vous disiez d'ailleurs que même dans les moments où vous ne vouliez pas le mettre dans l'embarras, il vous disait de sortir le crâne rasé, de ne rien mettre sur la tête. Ça ne le dérangeait pas. Oui. Ça dérangeait peut-être certains, mais lui, ça ne le dérangeait pas. Parce que lui, il a accepté aussi ma maladie. Et c'est ça aussi, les nouveaux individus maintenant. La télé a fait un travail, Internet a fait un travail, l'éducation, parce qu'il faut connaître aussi sa mère pour savoir que c'est l'éducation aussi de sa mère. Absolument. Sa mère est une femme ouverte, donc ça vient aussi, l'éducation. Mesdames, donnez une bonne éducation à vos garçons, parce que demain, et ils seront responsables d'une femme, que ce soit leur femme, leur sœur ou leur fille. Finalement, un cancer, qu'est-ce qui change en nous? Alors, c'est d'abord notre féminité qui est touchée. Ça, c'est indéniable. Et aussi, il bouleverse notre quotidien. Maintenant, j'espère qu'il l'a bouleversé pendant une certaine période. Est-ce que c'est les priorités qui sont revues aussi? Oui, bien sûr. Parce que après, vous vous levez le matin, votre première priorité, c'est d'être en bonne santé, de ne pas prendre froid, de faire attention à votre bras, de faire attention à votre chirurgie, de ne pas oublier vos médicaments. Vous allez vivre au rythme de la maladie pendant une période. Et Dieu merci, c'est une période qui va passer. Donc, il faut essayer, c'est ce que je dis, il faut essayer de rester sur cette période. C'est un bouleversement, mais j'espère que ça sera un passage pour beaucoup de femmes et ça fait toujours très plaisir d'entendre quand une femme vous dit ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, ça fait 25 ans. On a eu on a besoin d'entendre ça. Absolument.